13 octobre, un petit texte oral comme ça, sans prétention, mais je me rappelle, quelqu'un avait dit, quand on fouillera dans l'avenir, on trouvera des morceaux, des os de poulet. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on. Il y a beaucoup évidemment, de matière issue de cette consommation de poulet, avec 1 milliard et quelques de poulets mangés par an. Il est possible que ça se retrouve que ça puisse se retrouver dans quelques millénaires ou plus dans des couches archéologiques. Et on constatera un peu que cela était un aliment très consommé, très couramment. On pourra peut-être appeler l'ère l'ère correspondante, on pourra l'appeler l'ère du poulet. Pourquoi pas. Je me rappelle, il y avait cette histoire de consommation d'escargots. Il y a un groupe humain assez ancien, on avait fait une consommation assez importante. Et donc ça a fait, pour les archéologues, matière à réflexion parce que les quantités étaient relativement impressionnantes. Et donc on peut se poser la question, savoir si ce régime à base d'escargots était un régime, quelle est la place que tenait l'escargot dans le régime alimentaire dans ce groupe humain ancien. En tout cas, le poulet, simplement, l'idée centrale de ce propos est assez simple. C'est le poulet. J'étais tout à l'heure en train de manger du poulet. Et normalement, j'avais de la chair, je ne pensais pas qu'il y avait encore des os. Et j'étais ennuyé, un peu, pas énormément, par cet os que j'ai découvert. Il fallait que je le détache de la chair, évidemment. Donc, cela m'a ennuyé, je l'ai fait. Bien sûr, je ne l'ai pas retiré du fond de ma gorge, donc quelque part, j'ai pas été embêté plus que cela, mais voilà une petite contrariété, vraiment très petite, mais elle a existé. Seulement, l'os qui, moi, m'a dérangé, voilà l'idée centrale de ce propos, c'est que cet os cette encore os, on va dire os de trop, là finalement dans l'organisme qu'a constitué ce poulet que j'ai consommé, là, finalement il était essentiel. Voilà quelque chose d'essentiel, de primordial, qui devient qui devient non nécessaire, nécessaire. On ne peut pas. D'ailleurs, moi, je ne pourrais pas dire quelle est la fonction de cet os. Je sais, oui, à peu près où il était, mais je ne connais pas sa fonction. Il était là pour supporter un muscle, puisque fondamentalement, j'étais en train de manger de la poitrine. Donc c'est le muscle normalement très puissant qu'on retrouve chez les volailles et qui sert évidemment à donner de la puissance pour le vol, c'est pour l'envol, c'est ça sa fonction, c'est ce que j'ai appris. Donc une poitrine assez développée pour donner l'impulsion nécessaire à l'envolement et puis peut-être aussi ou à ce qui vient après, c'est-à-dire le fait de se maintenir en altitude. Voilà, donc souvent nous avons en face de nous des êtres que nous consommons. Voilà. Mais finalement, nous avons un rapport avec eux, plutôt un rapport
très détaché. Ce poulet, pour moi, bien sûr qu'il a été vivant. Il a été mis à mort, mais ça ne va pas plus loin. Donc je ne l'ai pas vu vivant, je ne l'ai pas vu entier. Pour moi, c'est comme s'il n'avait jamais eu de tête, ni de pattes, comme s'il n'avait jamais couru, comme s'il n'avait jamais regardé, comme s'il n'avait jamais, je ne sais pas, éprouvé de plaisir en goûtant un aliment, comme s'il n'avait jamais été heureux d'étancher sa soif, comme s'il n'avait jamais un peu, je ne sais pas, eu du désir. Donc la tête, le siège du désir, n'existe pas, a disparu. Même le cœur n'existe pas. Dans cette chose que j'ai consommée, des parties essentielles sont inexistantes. La tête, le cerveau et le cœur. Il y a des choses vraiment, les sièges, j'allais dire les sièges de l'âme. C'est comme si donc, cet être n'avait pas eu d'âme. Comme s'il était apparu comme ça. Voilà, c'est comme ça. Moi je l'ai vu comme ça et je peux croire qu'il a toujours été comme ça. Voilà. On l'a produit comme ça, sans tête, directement, sans plume, comme ça, sans pattes, sans rien. Voilà. Mais voilà, on a pris un moule et on l'a rempli, et puis ça donne ça. Voilà. Et donc un être qui est diminué, et ça facilite l'opération. Je peux en consommer des millions sans que je puisse ressentir aucune empathie, puisque finalement, la chose qui me permettrait d'avoir cette empathie est inexistante. Je ne sais pas si, par exemple, encore, si on peut, si on a l'autorisation, si n'y a pas un problème d'hygiène qui vient interférer là-dedans, si on peut acheter un poulet et le tuer chez soi. Là, au moins, on aura eu en face de soi un être vivant. On l'aura vu faire les choses que font les êtres vivants. On l'aura entendu même, le son de sa voix. Et puis on l'aura vu entier. Et on aura vu qu'il avait encore un potentiel pour vivre, qu'on a décidé pour notre bien-être de mettre fin, de supprimer ce potentiel. Voilà, on est dans l'acte, on est vraiment un acteur décisif. C'est nous, c'est moi qui mettrai fin à la vie de cet être. Et ne pas quelqu'un d'autre, une machine, etc. Je prends la responsabilité, je suis fautif. Et là, je récupère une chose, le concept du péché originel. C'est un peu le péché originel, non pas celui classique, mais le péché original qui consiste à ce qu'on tue en permanence, à ce qu'on consomme la vie d'être sans nombre en permanence pour pouvoir sauvegarder la nôtre. On peut dire par là que vraiment on est les élus, puisque nous pouvons consommer sans éprouver le moindre remords des milliers, voire des dizaines de milliers d'êtres. Quelquefois, ces êtres sont assez petits, c'est pour ça que je compte large. Mais voilà, de la plus petite, je prends des moules, je prends des escargots de mer, peu importe, je diversifie, et donc voilà. Et donc j'imagine, moi qui manquais d'horizon, qui manquait d'opportunités pour pouvoir un peu comprendre les choses. C'est pas que j'ai manqué de curiosité, c'est que cette curiosité ne pouvait pas s'épanouir dans le milieu où j'étais. Mais même moi-même, je peux dire peut-être que j'ai manqué de quelque chose d'assez essentiel. Quand cette histoire, par exemple, au niveau de la transmission,
quand nous mangeons du poisson, nous devons faire attention aux arêtes. Et évidemment, les parents font attention à ce que l'enfant ne s'étouffe pas avec une arête. Si on avait une approche un peu plus intégrée, si je puis dire, de cette histoire, de cet élément, cette histoire d'arête, peut-être que l'enfant comprendrait mieux, sentirait un peu plus. Une arête, c'est une gêne. C'est pas plus que cela. Or, une arête, c'est quelque chose d'essentiel. Et la comparaison, par exemple, simple entre un poulet et, et un poisson, c'est que le poulet, lui, il a des os relativement durs, relativement consistants. Un poisson, lui, il est plus un peu dans une sorte... D'ailleurs, on peut se poser la question, comment ça se fait que la colonne soit aussi... par rapport à la chair, quelquefois, la colonne n'est pas énorme, n'est pas très dense. Et quelquefois, par exemple, pour la sardine, c'est vraiment des arêtes minuscules. Quelque part qu'on arrive à avaler sans problème, d'après mes souvenirs. Donc, je peux me tromper. Bon, en tout cas, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Que, par exemple, le congre, je me rappelle, j'ai mangé la queue d'un congre. Évidemment, en France, je n'avais les moyens que de ça. Mais sinon, au Maroc, j'ai mangé le congre, les parties les plus charnues, les parties les plus intéressantes du congre. Et le congre préparé à la marocaine, c'est un délice sans nom. Ah, pas de nom. C'est un délice. Voilà, tout simplement. C'est un bonheur, tout ce qu'on veut. Désolé pour le congre, mais le congre, il offre une chair magnifique. Magnifique. Après, le truc, c'est que, voilà, donc, ce qui est essentiel à la vie, et à la survie, et à la prospérité d'un être, devient un élément de gêne, un élément inutile pour un autre. Bon, j'imagine le chat, par exemple, quand il enlève, et j'ai pas vu beaucoup de chats attraper des oiseaux, mais en tout cas, je me rappelle, on avait des chats à la maison, et puis il y avait des hirondelles qui tombaient dans la cheminée, et puis finalement, elles atterrissaient en bas, et elles étaient sonnées, et le chat n'avait pas de mal à s'en saisir. Alors, ce que je trouvais, ce qui est resté de l'hirondelle, c'est ses ailes. Ces magnifiques ailes, cette magnifique chose qui permet le vol sans fin. C'est, comment dire, cette chose qui a permis à l'être qu'il a possédé de traverser les océans, les déserts et tout ce qu'on veut, et bien finalement, le chat n'en avait aucun besoin. Donc il s'en est débarrassé. Quand on voit par exemple ce que un chat peut commencer par enlever les poils. Il en a aucune. Il faut qu'il enlève ses poils pour pouvoir avoir accès à la chair. Et nous, pareil, il faut qu'on enlève comment on appelle ça, les écailles du poisson pour pouvoir avoir accès à la. Et les écailles pour un poisson, je ne sais pas ce que ça fait. Ça l'aide peut-être à nager. Ça le protège contre, je sais pas, contre quelque chose. Donc dans le rapport, le frottement avec l'eau, l'écaille joue un rôle, obligatoirement. Ça permet peut-être, dans la disposition, l'écaille, c'est un mal nécessaire, mais même pas. Pour nous, ça n'a pas de justification. On donne le poisson à écailler à quelqu'un, il l'écaille avec insouciance, il n'y a pas de problème. Il fait ça toute la journée, il en a marre, mais bon, il fait ça, il écaille les poissons. Voilà, après il se retrouve avec un tas d'écailles qui ne serviront à rien. Voilà quelque chose qui a été indispensable à la vie d'un être qui devient surnuméraire, qui devient sans intérêt. Même pas économique, hein, sans intérêt tout court. Voilà donc comment il y a un nécessaire être différent des autres, c'est pouvoir un peu se regarder en face.
ne pas se, ne pas se cacher derrière je ne sais quoi. On est des assassins et on se régale avec des résultats de nos assassinats. On est complice quand on n'assassine pas directement, quelque part on se fournit chez les assassins. Et c'est comme ça que nous vivons. La seule chose que quelque part qui peut tempérer ce propos et que j'ai déjà évidemment développé parce que c'est pas je l'ai pas sur le moment là, c'est pas une nouveauté, c'est pas une inspiration comme ça qui m'est tombée du ciel, j'ai mis longtemps à la mettre en place. C'est le rapport qu'on a aux choses qu'on ne voit pas. On peut détruire toute une famille, toute une espèce, par exemple, de bactéries ou de champignons, sans qu'on éprouve, là aussi, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. Et pourtant, on a éliminé un peuple entier. Donc, c'est une histoire d'échelle. Nous sommes un peu embêtés quand nous mettons fin à la vie de quelque chose qui est capable, qu'on est capable un peu non pas d'imaginer, mais quelque chose qui peut interagir avec nous, et même de façon indirecte. Mais pour ce qui est de la bactérie, aucune interaction. Donc, la bactérie, le champignon, quelque part, on s'en fiche. On peut en tuer autant qu'on veut, autant qu'on peut, là aussi. Et c'est comme ça. Simplement, voilà la chose. Alors, donc ça relativise un peu le complexe ou le sentiment de faute. En fait, on pourrait évidemment chercher une sorte de justification à se placer là-dedans. Quand on se place hors du champ global du vivant, à ce moment-là, mais quand on se met à raisonner à partir de notre appartenance au vivant, nous sommes là aussi contraints par notre constitution. Et d'une autre façon, quand nous nourrissons d'autres êtres en même temps que nous, si tant est que le nous soit quelque chose de bien défini, je ne sais pas à partir de quel moment je suis autre chose que mes bactéries, je nourris des bactéries. Donc dans la chose que je fais, quelque part, je participe à la prolongation de la vie de bactéries. Il est possible que je nourris des milliers de générations de bactéries, des centaines de milliers, parce que je suis vivant depuis un moment et mes bactéries, les bactéries que j'héberge, ils ont eu le temps de se reproduire. Évidemment, je ne connais pas la durée de vie d'une bactérie, mais j'imagine qu'elle est courte par rapport à la nôtre. Et donc j'ai dû nourrir des centaines, voire des milliers de générations, voire plus, peu importe. La question est qu'elle elle peut pas être, comment dire, tout à l'heure j'ai entendu le mot binaire, elle peut pas être présentée, comprise et interprétée d'une seule façon. Oui, je suis un criminel, mais ce n'est pas comme quelqu'un qui arracherait par exemple le bébé du ventre de sa mère. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, je participe d'un système. On est dépassé par un système productiviste qui s'est emballé depuis quelque temps. Et c'est le problème, c'est cet emballement. Et peut-être cette surconsommation, mais surtout cette chose qui peut être essayer à tout prix de fournir des aliments à tout le monde, à des prix assez accessibles. Mais le fait, la viande, ce n'est pas quelque chose peut-être qu'on doit manger tous les jours. C'est peut-être clair et il est simplement donc pour réduire un peu
si on doit tuer, autant tuer le moins possible d'êtres. Et si on doit, par exemple, et là aussi le traitement qu'on inflige à ces êtres qu'on va manger tout au long de leur vie, les traitements que nous connaissons, que tout le monde connaît, évidemment, il n'y a plus de secret. C'est ça la chose. Alors, donc c'est surtout l'idée, c'était un élément essentiel qui devient un élément sans intérêt, déplacé. Comme les êtres humains, par exemple, je ne sais pas, un être humain qui est intégré à un groupe et qui est un maillon essentiel de ce groupe et qui devient surnuméraire parce il a décidé de se déplacer. On ne sait pas quoi en faire. Je ne sais pas, par exemple, j'ai sûr, les ambassadeurs qui venaient, par exemple, de l'Occident musulman, qui venaient d'Afrique d'ailleurs, qui venaient par exemple en Europe, dans la cour d'un tel ou tel monarque, bah, finalement, ça constituait une sorte élément de curiosité. Les gens devaient être curieux de voir cet être-là qui a des traits différents, qui peut être d'une nuance de peau différente. Mais voilà, donc c'est intéressant. Et puis cet être, aussi unique qu'il a été ou qu'il puisse être, bah, fondamentalement, il ne trouve pas sa place. Et voilà, donc quand on a des êtres se rencontrent donc dans ces contextes, les contextes d'aujourd'hui, il est possible que là aussi il y ait une sorte de... Moi je suis dans un contexte culturel, cultuel, et ce contexte m'a nourri, j'en fais partie. Et donc quand on me déplace ou quand je me déplace, peu importe, à ce moment-là, il y a une rupture. Cette rupture, est, quelque part, elle m'est fatale. On pourrait dire, tiens, parce que cette rupture est trop brutale, et trop d'un seul coup en rond avec ce qu'on a été, et on doit adopter une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'interagir. Et quelque part, il peut y avoir un problème. Peut-être qu'il y a une nécessité, j'en sais rien, qui fait que les gens se déplacent aujourd'hui, qu'il y a une nécessité qu'on ignore. Peut-être que, bon, quelquefois, il y a peut-être la théorie des gènes. Peut-être les gènes, comme on parle de ces êtres qui se retrouvent à l'état de zombie. Par exemple, un champignon qui s'infiltre dans une fourmi et qui la fait agir différemment, qui la fait se comporter d'une façon qu'elle n'a jamais suivie, qu'elle n'a jamais faite. Voilà, elle devient un être doté d'une volonté qui n'est pas la sienne. Et quelque part, on est mené, d'une certaine façon, nous serions un peu poussés par nos gènes. Bon, moi, les gènes, arrivés à moi, ils ont pas eu l'occasion de se reproduire. Donc, voilà une impasse. Il peut y avoir comme ça plein d'impasses. Mais il y a des gens qui vont réussir à se mélanger. Même si par ailleurs, on retrouve là aussi une sorte d'échec de ce processus, dans le sens où il peut y avoir des liaisons ou des endogamiques. Donc finalement, on est là pour casser l'endogamie. En même temps, on se retrouve à la prolonger. C'est l'exogamie qui peut-être au niveau génétique est quelque chose qui est à l'œuvre. Et les êtres que nous sommes obéissent à ces directives et on peut rien y faire. Voilà donc, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cet aparté. En tout cas, je ne sais plus où j'en suis, donc je vais arrêter puisque je perds la concentration.
Quelqu'un a parlé de l'Internet comme un moyen de perdre la faculté de se concentrer. C'est vrai et pas vrai. Il m'arrive de parcourir des choses, des choses sans trop m'attarder. Mais c'est vrai que j'ai en face de moi une information trop fournie, trop riche. Et quelque part, c'est pas que je sais pas hiérarchiser. Tout le monde sait hiérarchiser. Mais seulement, ça donne une envie de communiquer. Communiquer avec les autres. Et quand on était à l'époque d'avant, où finalement on avait peu de choses à échanger, parce qu'on recueillait très peu d'informations. Aujourd'hui, on a la matière pour vraiment faire échec à l'ennui et au silence. La question, elle est que cet outil qu'est l'Internet, il permet plein de choses. Celui qui veut s'en saisir pour un usage, il peut. Pour un usage précis, il peut. Il peut s'informer et continuer de s'informer, j'allais dire, sans devoir se déplacer de chez lui, sans devoir. Oui, il y a énormément de choses positives. À nous, à chacun, de savoir un peu, savoir se limiter et se contrôler. C'est là le problème du contrôle. Par exemple, au niveau de l'information, arrêter d'aller à la quête de nouvelles informations. Ça ne sert à rien donc dans cette histoire de vouloir toujours réactualiser ces informations presque à la seconde près. Donc voilà, il y a une chose, mais sinon, ça permet à des choses qui peuvent rester comme ça à l'état d'ébauche, à l'état de projet, de pouvoir se réaliser. J'ai un besoin d'information sur un sujet, je peux répondre à ce besoin. Je n'ai pas besoin d'attendre 1000 ans pour cela. Je peux le faire dans l'instant même. Je peux le reporter un peu, mais je peux. Alors évidemment, comme je peux avoir plusieurs besoins, donc je vais peut-être faire répondre un besoin en premier plutôt qu'un autre. Et voilà, donc simplement, beaucoup de choses ont été dites sur le rapport aux autres, qu'ils soient humains ou pas humains, dans cette histoire d'antispécisme et dans cette histoire de statut accordé aux animaux, ce que nous appelons les animaux, ce que moi j'appelle les êtres, les autres êtres, simplement ce sont des êtres, et nous sommes aussi des animaux, et évidemment, donc la chose n'est pas fixée, mais la chose est à considérer avec précaution. Il peut toujours y avoir une sorte de volonté d'aller vers des conclusions un peu trop. Et à ce moment-là, les conclusions seraient que le mot surnuméraire ne s'appliquerait pas à des individus venant d'un endroit particulier, mais il s'appliquerait à toute l'espèce humaine. L'espèce humaine est trop nombreuse, donc il faut, pour réduire son impact sur le milieu, il faut la réduire. La réduire par des mesures vraiment coercitives. À ce moment-là, c'est plus l'eugénisme réservé aux déficients mentaux, aux pauvres, mais réservé à tout le monde. À ce moment-là, c'est pas seulement un enfant par foyer, c'est un enfant pour 10 foyers. Tiens, on déciderait que de 10 milliards, l'espèce humaine devrait descendre à 200 millions, à 100 millions. Voilà, c'est le chiffre. On déciderait comme ça serait le chiffre le plus raisonnable. Ça permettrait toujours à l'espèce de pouvoir continuer, de prospérer. 100 millions, ce n'est pas rien, mais à ce moment-là, donc, qui aurait le droit de décider qu'un être, qu'un tel, lui a le droit d'avoir une progéniture et un autre, une descendance et un autre non. Sur quels critères, voilà, quelle est cette, voilà un peu
Et puis, toujours, nous pouvons nous considérer d'une certaine façon dans une sorte de stabilité. Bien sûr, on a un peu réduit le phénomène des guerres et les famines, etc. Mais il reste toujours des guerres, mais ce n'est pas des guerres mondiales. Euh, il reste des épidémies, mais c'est pas non plus. Mais nous pouvons toujours être touchés par un phénomène auquel nous ne serions pas préparés, qui pourrait lui seul réduire notre espèce, peut-être la faire disparaître entièrement, peut-être en laisser quelques éléments. Voilà, on n'est pas à l'abri de quelque chose. Alors évidemment, on pourrait dire, voilà, les 10 milliards, eh ben, c'est une assurance. C'est bon d'être 10 milliards parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir une mutation et à ce moment-là, cette mutation serait, je ne sais pas, la plupart des membres de l'espèce seraient atteints seraient atteints d'infécondité, d'une certaine façon. Et donc, la reproduction, d'ailleurs, je l'ai déjà dit, bon, je le répète, d'ailleurs, déjà, un peu le compte à rebours est déjà lancé. Il y a énormément de lieux où les gens ne se reproduisent plus, n'assurent plus la continuité. C'est des situations assez, je veux dire, assez disparates. Il y a des endroits où les gens continuent, des endroits où les gens ont plus ou moins arrêté. Voilà, donc les pyramides des âges commencent à s'inverser. Et voilà, donc simplement. En tout cas, pour finir, faut-il remercier chaque poisson, chaque poulet, chaque moule, chaque escargot? Que faut-il faire? Quel est ce rapport qui rendrait justice aux êtres que nous consommons, aux êtres que nous mettons à mort pour notre unique bien-être à nous? Voilà, qu'est-ce que... voilà, trouver une sorte de juste... est-ce qu'il faudrait bâtir des mausolées à la mémoire du poulet? Poulet, pas soldat inconnu, mais oui, monument aux morts, partout dans toutes les villes, monument aux morts, à la gloire de la volaille en premier, et peut-être aussi à la gloire de la race ovine, bovine, et des races, toutes ces races-là. Oui, les bovins participent beaucoup. Donc les bovins, après on passerait aux ovins, et après on passerait à d'autres, mais d'abord les poulets. Donc un monument aux morts à la gloire ou à la mémoire des poulets sacrifiés. Voilà.